Bonsoir, bienvenue à l'Opéra de Rennes. Ce soir, nous allons célébrer un anniversaire. L'anniversaire d'hommes et de femmes passionnés par le monde de l'entreprise et le monde de l'humain. Et oui, c'est compatible et c'est ce que l'on va vous prouver ce soir. Tous sont adhérents, ils font partie du réseau Entreprendre Bretagne et depuis 10 ans, ils accompagnent de jeunes entrepreneurs qui ont créé ou qui ont repris ou qui vont reprendre une entreprise dans la région. Ce soir, nous avons souhaité leur rendre hommage. Alors, ils sont venus des 4 coins de la Bretagne pour nous faire partager leur enthousiasme, leur pari, évidemment aussi ce qui les anime au quotidien. Ils vont nous faire partager aussi cet esprit conquérant qui les caractérise. Et ce soir, cette soirée va se passer en musique avec la présence exceptionnelle de l'Orchestre symphonique de Bretagne. Est-ce que vous êtes prêts pour une belle soirée? Alors, plus un bruit. Ce soir, on commence en musique avec les danses celtiques de William Mathias sous la direction de Grande Llewellyn. Chut, on y va.
un premier morceau, et il y en aura d'autres. C'était donc les danses celtiques de William Mathias. Bonsoir Gilbert Jaffrelot. Alors, vous avez pendant 10 ans dirigé ce réseau Entreprendre Bretagne. J'aimerais juste qu'on en sache un tout petit peu plus sur le but de cette association. J'en ai un tout petit peu parlé en introduction, mais c'est quoi exactement? C'est d'abord un réseau de chefs d'entreprise, 300 chefs d'entreprise en Bretagne, qui s'engagent bénévolement pour le développement économique local. Et ce qu'il faut dire, c'est que le but, c'est d'aider et d'accompagner les créateurs et des repreneurs d'entreprises qui vont créer de l'activité et de l'emploi. 4000 emplois quand même créés en 10 ans en Bretagne. Alors, c'est effectivement quelque chose que l'on connaît déjà. Qu'est-ce qui vous différencie de ces autres réseaux qui ont aussi, comme vous, la volonté d'aider ces jeunes entrepreneurs? On est un réseau parmi d'autres réseaux et qui font bien leur travail. Nous travaillons souvent en collaboration. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que nous, les projets qui sont concernés vont créer, par exemple, une dizaine d'emplois. Ce sont des projets qui nécessitent un accompagnement sur la stratégie, qui nécessitent un accompagnement sur le management. C'est pour cette raison qu'on met à disposition des moyens humains pour aller plus loin. Alors, un anniversaire, un bel anniversaire, une raison particulière pour célébrer cet événement dans ce lieu magnifique de l'Opéra. Ce n'est pas vraiment un lieu habituel pour le monde de l'entreprise. Précisément, c'est intéressant parce qu'on veut montrer que économie et culture ne sont pas antinomiques, que le management de l'orchestre inspire même celui de l'entreprise. Et puis nous sommes en Bretagne, une région qui est fortement ancrée par des valeurs, par ses origines. D'ailleurs, si vous avez écouté les premières mélodies, on voyait déjà que c'était rythmé par des pas de danse celtes. Alors, si on revenait un petit peu à l'origine, ce début, ce mouvement, cette idée de la part de chefs d'entreprise d'aider de jeunes entrepreneurs, elle vient d'où cette idée exactement? Sa toute première origine, vous la connaissez? Mais qui mieux qu'un chef d'entreprise peut accompagner un nouvel entrepreneur? Eh bien, en fait, au commencement, était un homme du nord de la France, André Mullier. Et c'est lui qui a eu une idée géniale. L'idée, c'est pour créer des emplois, créons des employeurs. C'est une jolie formule et je vous propose justement de l'écouter, André Mullier. Un retour en arrière, c'était en 2005, quelques mois avant sa disparition. Regardez. Quand vous lancez une belle idée, faites attention, vous ne savez jamais jusqu'où elle va aller. En 1986, j'ai dû licencier 600 personnes chez Fieldar. Dans la famille, on a plus l'habitude de créer de l'emploi que d'en casser. Aussi, avec 15 de mes associés et collègues familiaux, on s'est dit, nous allons créer des emplois plutôt que de les casser. Et comme nous sommes des industriels, on s'est dit tout de suite, pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Et tout est né de cette seule phrase. Pour créer des employeurs, il faut des gens qui en aient envie. Il faut qu'on les aide à le construire, il faut qu'on les aide à le financer, il faut qu'on les accompagne. Voilà, ce ton posé, plein d'altruisme d'André Mullier. Cette idée est devenue une réalité aussi en Bretagne, c'était en 2002, si on revenait justement à cette genèse, Gilbert. Oui, en 2002, c'était dans le sillage de ce message plein d'humanité d'André Mullier. Eh bien, pour nous, les moteurs, c'est partager des expériences, partager l'aventure de la création, faire émerger les talents. En fait, une forme de gratuité de la part de tous nos membres. C'est aussi un regard bienveillant sur ceux qui se lancent dans l'aventure de la création d'entreprise. Mais bienveillant, c'est aussi être exigeant et pour réussir, ce qui est quand même notre volonté, c'est de faire réussir les entrepreneurs, eh bien on les accompagne dans les premiers pas. Humanisme, partage, deux notions que l'on retrouve effectivement omniprésentes dans les motivations de ceux et celles qui s'investissent dans le réseau Entreprendre Bretagne et qui vont nous rejoindre sur scène tout au long de cette soirée. Partager, c'est bien notre intention. Nous accueillons nos deux premiers invités. Tous les deux sont liés, outre bien évidemment par l'envie d'entreprendre qui va être le maître mot ce soir. Ils sont aussi unis
par la mer, qui n'est pas très très loin. On accueille Erwan Goulin, il est en train de défaire son sac. Voilà, il est venu avec ses petites affaires, Erwan. Ah oui, lui, il fait toujours de la promotion, c'est comme ça. Il a raison, il est implanté à Lorient, 727 Sellbags. C'est le nom de sa société, allie écologie, recyclage et bon goût. Et à ses côtés, Mathieu Coville, bonsoir. Vous êtes rennais, votre entreprise s'appelle En Direct et elle est entièrement dédiée au service des entreprises. Vous allez nous en dire davantage. Mais comme il a déjà défait ses petites affaires, oui, voilà, ne déménagez pas tout quand même. Hein. Mais avec nos entrepreneurs, on déménage toujours. C'est vrai, vous ne savez pas jusqu'où ils vont vous emmener. On va parler un petit peu donc, de cette entreprise qui est la vôtre. Elle est née comment, cette petite entreprise qui est la vôtre? Alors petite, elle l'était au début, aujourd'hui elle ne l'est plus du tout. C'est Jean-Baptiste Roger qui est ici présent, qui a créé 727 Sellbags en 2005. Il était seul, lui il travaillait dans son grenier, pas dans son garage comme des grands entrepreneurs comme Steve Jobs ou Bill Gates. Lui il était dans son grenier et en 2009 il était un peu seul et moi j'étais son ami depuis toujours donc je l'ai rejoint pour lancer cette entreprise. Et on était tous les deux, on s'est associés avec Anna Bayou, qui est la femme du navigateur Jérémy Bayou. C'est bien de prendre une femme dans une affaire comme ça. Il paraît que les comités de direction où il y a une femme font 25% de bénéfices en plus. Voilà. Et ça marche. Vous avez raison. Facile. Voilà, ça. Mais il faut quand même préciser que Anna avait un réseau extrêmement intéressant aussi pour compléter les compétences. Anna, elle serait là et vous fuirez du regard. Anna a effectivement un réseau très important parce que c'est la femme du navigateur Jérémy Bayou qui a fait le Vendée Globe. Et Anna donc, est la copine de toutes les femmes de skippers et des skippers. Mais elle a aussi un goût pour le design et elle a une créativité ou une niaque dans la communication que Jean-Baptiste et moi n'avons pas. Donc elle complète parfaitement le trinôme que nous formons tous les trois. Alors, Erwan, avec un prénom comme ça, vous êtes breton, vous Erwan de Vannes, du là, Sud. Ça, c'est sûr. D'où vient ce nom, 727 Sellbags? Ça vient d'où, ça? Je pensais que vous alliez me demander Erwan. 727 Sellbags, c'est Si vous ne répondez pas bien à la première, c'est la deuxième, en effet. 727 Sellbags, c'est Jean-Baptiste qui naviguait sur un phare, c'est le nom de l'architecte du bateau, un phare 727. C'est un bateau qui fait 7 mètres 27. C'est un peu comme la Peugeot 504 ou la Peugeot 206 ou la Renault. Ouais. C'était une Renault, c'est on notre connaît marque un peu mieux française. la Peugeot on connaît un peu mieux la Peugeot, un peu moins les 727. Voilà, et en fait, dans ses propres voiles de son propre bateau, il a fait ses premiers sacs. Et comme il y avait un chiffre à chaque fois sur le sac, comme on voit ici, il a décidé de mettre le numéro de son bateau sur ses créations. Et c'est comme ça qu'est né le nom 727. Bon, c'est tiré un peu par les bouts, quand même, 727 Sellbags. Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé, Gilbert, lorsque un jeune entrepreneur ou un trio d'entrepreneurs vous proposait le nom d'une entreprise, si ce n'est d'émettre un avis défavorable, en tout cas de leur dire « c'est peut-être pas si vendeur que ça ». Ah mais non, c'est pas du tout notre rôle. Ils font ce qu'ils veulent. Il faut être clair. Nous, notre rôle, c'est d'avoir un effet miroir, c'est-à-dire de les aider, de leur poser des questions. Si vraiment ça dérange, on peut leur dire « attends, réfléchis encore un petit peu ». Mais ce n'est pas du tout dans notre rôle d'imposer quoi que ce soit. Le dirigeant, c'est celui qui crée son entreprise. Vous faites quoi dans cette affaire, vous, finalement, alors L'effet miroir, et puis le fait d'accompagner, de poser des questions. Souvent, d'ailleurs, les questions commencent par « pourquoi ?» On ne fera pas à ta place, mais... Pourquoi tu fais comme ça? Et l'accompagnateur, il est là pour aider à progresser et à poser de bonnes questions. Erwan, justement, quel a été l'apport, l'intérêt, effectivement, de vous faire accompagner? Vous n'étiez pas seul, on aura l'occasion de le voir, certains entrepreneurs ont commencé seuls. Là, vous étiez sous forme de trio, mais quel a été l'apport du réseau Entreprendre? À 3, on est encore très seul, je vous rassure. Notre accompagnateur, c'est Thierry Maison, qui est aussi présent ce soir, qui nous a rencontrés à peu près tous les mois au départ, et puis ça s'est passé avec le temps. Et il a vraiment un rôle de regard extérieur, comme disait Gilbert, et il est capable de nous faire prendre finalement les bonnes décisions, de nous aider. C'est un peu, on en parlera tout à l'heure, comme un maestro qui va organiser l'opéra, mais il est là pour nous guider de temps en temps, pour nous souffler la bonne réponse ou nous aider à la trouver tout seul. Et donc cette personne nous a aidés à nous construire et à devenir aujourd'hui des chefs d'entreprise autonomes. Rappelez-nous rapidement le nombre aujourd'hui de collaborateurs. Donc on est 16 maintenant. En 3 ans, on est passé de 3 à 16. Donc c'est bien. Et puis on compte en embaucher plus encore. Voilà un discours que vous aimez entendre, j'imagine. Voilà, il y a du vent dans les voiles là, chez eux, c'est évident. Et tous les sacs, oui, voilà. Et tous les sacs ont une histoire, parce que Erwan peut nous le dire. Un sac, on le porte, mais c'est pas simplement un sac.
Aujourd'hui, la particularité de nos sacs, ce sont qu'ils sont faits dans d'anciennes voiles de bateau. C'est pour ça que je suis avec Mathieu, parce que Mathieu est le skipper d'un bateau très connu. On va en parler peut-être tout à l'heure. Et on va l'entendre un petit peu. On va l'entendre un petit peu, votre petit camarade, parce qu'on va rester effectivement dans le monde de la mer. Alors, bon, moi, je ne suis pas forcément très, très douée pour ce qui est du monde maritime, mais quand même, quand on entend Coville, on a forcément en tête le nom d'un navigateur. Il y a un lien de parenté avec Thomas ? Oui, il y a un lien de parenté. On ne vous a jamais posé la question en plus ? Non, jamais. Mais Mathieu navigue aussi. Bon. Alors on va parler d'En Direct, parce que En Direct, c'est le nom de votre société. En Direct, ça s'écrit pour les premières lettres, en tout cas avec un H, H-A-N-D-I. Cela nous laisse à penser effectivement qu'il y a un lien avec le monde du handicap. On se trompe ? Non, c'est tout à fait ça. En Direct est une entreprise qui propose des services administratifs aux entreprises. Donc tout ce qui est envoi postal, saisie de données, relance téléphonique, et qui a pour particularité d'employer des personnes en situation de handicap. Alors, ce n'était pas vraiment une création, hein, Gilbert, mais vous étiez là au départ de l'aventure quand même de Mathieu en novembre 2008. Hein. Alors, l'aventure de Mathieu est intéressante en ce sens qu'il était cadre, Mathieu, dans une grande entreprise. Il avait plein de responsabilités et il a voulu se lancer dans l'aventure. Mais au-delà, je crois qu'il voulait donner du sens également à ce qu'il allait faire. Et ce n'est pas pour rien qu'il s'est engagé dans une entreprise qui est une entreprise adaptée. Il pourrait nous en parler un peu plus. Il veut devenir la petite fourmi des entreprises. Oui, en fait, notre concept, c'est de proposer des structures à taille humaine de 5-6 personnes qui vont travailler en proximité avec leurs clients et donc proposer toute une palette de services. Et effectivement, notre ambition, c'est de devenir la petite fourmi administrative des entreprises de Bretagne et donc leur proposer des services qui vont les aider à être plus efficaces parce qu'on va prendre en charge des choses qui sont souvent chronophages, sans beaucoup de valeur ajoutée, mais indispensables, il faut bien le faire. Et si en plus on peut contribuer à l'obligation d'emploi sur le handicap de nos clients, je dirais que la boucle est bouclée et on renforce effectivement un don d'emploi à des personnes qui sont souvent éloignées. Et si on les remerciait, par exemple, en les applaudissant très très fort tous les deux. Merci beaucoup. Alors, on serait tenté de croire que le réseau Entreprendre Bretagne apporte exclusivement son soutien aux grosses entreprises. Mais on aurait tort. Oui, on aurait tort, car le réseau Entreprendre Bretagne apporte aussi son soutien à des associations. La preuve existe, entre autres, dans les Côtes-d'Armor. On va aller faire un tour du côté de Dinan. Là-bas, nous allons rencontrer Marie-Hélène Guiton. Alors, c'est aujourd'hui le printemps, ça tombe bien. On va aller faire un petit tour au jardin. C'est le sien, le jardin. Mais ce n'est pas que son jardin, elle. Loin de là, puisque dans son jardin, il y a beaucoup de monde, hein, Gilbert. Oui, et puis Marie-Hélène, on ne pouvait pas ne pas l'aider. Il s'agit pourtant d'une association. Et alors ? On aurait pu dire on n'aide que les entreprises. Non, on aide la personne. Elle a un esprit d'entreprise, il fallait l'aider. Elle a le mot partage qui donne tout son sens. Il faut l'écouter. Eh ben, on y va, on va faire un petit tour au jardin, celui de Marie-Hélène Guiton. C'est dans les Côtes-d'Armor, mais ça vous le savez déjà. La vue sur Dinan est imprenable. Juché sur les hauteurs de la ville, l'ancien potager de l'hôpital accueille depuis 2006 un chantier d'insertion professionnelle. 8h30, les 16 salariés débutent leur journée. Les encadrants répartissent les différentes tâches. Au jardin de Cocagne, on ne fait que du bio. Marie-Hélène Guiton était cadre commercial en entreprise. Elle a tout plaqué pour réaliser son envie, avec une ambition résumée autour d'un mot. Notre philosophie, c'est toutes les notions de respect. Respect de l'environnement, respect du cadre de vie, respect de sa santé. Alors, notion de respect, vous comprenez tout de suite le lien avec derrière les personnes en insertion aussi, et le respect d'elles-mêmes, de leur vie, de leur manière d'avancer. Et donc, oui, c'est quelque chose, on espère des valeurs qui se transmettent à travers le travail. Chacun arrive avec un parcours unique, une histoire souvent difficile. Ici, tous retrouvent une activité régulière et sont considérés comme des salariés. Même si c'est un chantier d'insertion, pour moi, je suis une salariée à part entière, quoi. On a une fiche de paye comme tout le monde, on a un contrat, c'est pareil, quoi. Se remettre aussi dans les horaires fixes, quoi. Ouais, dans le rythme du travail. Ouais, voilà. C'est ça qui fait plaisir aussi, quoi. Les récoltes sont vendues en panier.
Une manière aussi d'intégrer les consommateurs à la démarche. On pense qu'il est important que les adhérents n'oublient pas le pourquoi ils viennent chercher leurs légumes et que derrière tous ces légumes, eh bien, il y a des personnes qui travaillent, qui se remettent sur pied, qui ont un projet, qui ont envie d'être dans une dynamique et ces légumes ne sont pas anodins, quoi. Les jardins n'auraient sûrement pas vu le jour sans le réseau Entreprendre. Lauréate, Marie-Hélène a puisé une aide précieuse, mais surtout une crédibilité auprès des partenaires. Ça a permis de lever certains verrous auprès de financeurs qui se sont dit puisque le réseau Entreprendre y croit, il y a peut-être quelque chose d'intéressant et que ça vaut peut-être le coup d'y croire. Et du coup, le jardin a pu sortir alors qu'au départ, il y avait de très fortes réticences de la part des partenaires. Après en avoir bénéficié, Marie-Hélène Guiton, à son tour, peut aider les créateurs d'entreprises, particulièrement pour les projets comme le sien, qui mêlent viabilité économique et rôle social. Voilà, circuit court et circuit aux mains, c'est plutôt joli comme formule. Alors, retour dans ce décor feutré de l'Opéra de Rennes. Nous sommes en compagnie de Marc Fellman. Est-ce que je dois dire bonsoir ou hello, how are you doing? Bonsoir, hello, les deux marches. Voilà, Marc Fellman est d'origine américaine. Vous êtes l'administrateur de l'Orchestre symphonique de Bretagne. C'est vrai que cette saison est une saison très importante pour l'orchestre, avec notamment un projet qui s'appelle le projet Taliesin. Oui, le projet Taliesin, c'est un de nos 3 axes artistiques de l'orchestre. Et je ne suis pas français, je suis encore moins breton, mais j'ai pensé qu'un orchestre symphonique de Bretagne doit avoir un sens. Et justement, le projet Taliesin, c'est un projet qui relie l'orchestre à ses origines, à l'origine de la région. L'arc atlantique, Taliesin était un barde du VIe siècle, un barde celte. Et donc, c'est un projet qui lie l'orchestre avec le monde celte. Alors, c'est en même temps la musique classique qui se marie le temps de cette belle opération avec la musique celtique, on peut le résumer comme ça? Absolument. C'est-à-dire que c'est l'innovation de l'orchestre. C'est de dire qu'on est ici en Bretagne, on joue de la musique classique, mais il y a plein d'artistes qui font le trait d'union entre la musique traditionnelle et la musique symphonique. Et on voulait justement les mettre en avant. Alors, il y a aussi un événement important pour l'Orchestre symphonique de Bretagne. C'est une de vos congénères qui est avec nous ce soir et qui va partager aussi votre travail. Il s'agit de la violoniste née à Chicago, Rachel Barton Pine. Oui, je travaillais. Oui. Très bien. Alors c'est vrai qu'elle a un répertoire qu'on connaît, qui est en même temps classique, qui passe par la musique pop, qui fait aussi quelques détours vers le heavy metal. Oui, absolument. Donc, incroyable. Disons que Rachel est une artiste qu'on a invitée spécialement pour le côté innovant de tout ce qu'elle fait. Elle a commencé sa carrière en tant que grande violoniste classique. Elle a gagné tous les prix de la reine de Belgique, les prix un peu partout dans le monde. Et à un moment donné, à 20 ans, elle s'est dit que quand même, elle est une musicienne d'aujourd'hui. Et donc, elle aime beaucoup le rock, elle aime beaucoup tout ce qui est jazz, elle aime beaucoup le heavy metal, et elle aimait beaucoup le celtique. Et donc, elle voulait inviter ses amis dans la salle de concert. Elle pensait que par ce biais-là, elle pouvait justement inviter ses amis et aussi leur faire découvrir le classique. Donc, elle commençait à faire le trait d'union entre les deux. Et comment s'est produite la rencontre entre Marc Fellman et Rachel Barton Pine? Je l'ai rencontrée aux États-Unis. Sans rire. Hein. Oui. Je l'ai rencontrée en Californie. Et elle a joué un concert formidable avec l'orchestre à Sacramento, où j'étais directeur avant cet orchestre. Et on a longuement parlé. Elle a tellement de projets, tellement d'idées, que je me suis dit que je veux continuer de travailler avec elle. Et quand j'étais nommé ici en Bretagne, je savais qu'elle avait un disque autour des fantasies écossaises. Et je dis, mais ça, c'est parfait pour l'Orchestre symphonique de Bretagne. Alors, on va avoir le plaisir et le privilège de l'entendre dans un instant, accompagné par l'Orchestre symphonique de Bretagne. Vous nous dites quelques mots sur la pièce qui va nous être interprétée? La pièce que vous allez entendre de Andrew Campbell Mackenzie est d'un compositeur romantique écossais qui n'est pas du tout connu en France. Je crois que c'est la deuxième fois que cette œuvre est jouée en France. La dernière fois était par Pablo Sarasate au début du XXe siècle.
C'est dire si c'est un privilège. Alors, je ne sais pas si je devrais insister pour ceux qui auront envie d'en entendre davantage. Elle sera encore en concert demain et après-demain. Je crois que c'est un petit peu complet. Il y a encore quelques places. Il faut faire vite. Faut faire vite. Demain, il faut nous appeler, aller sur le site web, s'informer. Et je crois qu'il y a encore quelques places pour demain soir et vendredi soir. Alors, avant de les entendre, je vous propose d'en savoir un tout petit peu plus sur la personnalité de Rachel Barton Pine à travers ce reportage qui a été réalisé à Brest. C'est tout frais, c'est tout chaud et c'est un sujet signé Christophe Boucher. Violoniste virtuose, Rachel Barton Pine a un répertoire on ne peut plus éclectique. De Vivaldi à Led Zeppelin en passant par Megadeth, la soliste est ouverte sur le monde et multiplie les expériences. Ce jour-là, à Brest, Rachel donne une masterclass à 6 violonistes. Entre concerts et cours, Rachel mène sa carrière tel un chef d'entreprise. Lorsque vous êtes musicien, vous ne recherchez pas simplement un emploi. Vous devez créer votre propre vie et déterminer comment trouver des moyens innovants et intéressants de partager votre musique avec les autres. Il y a donc un lien, la créativité, entre le monde de la musique et celui de l'entrepreneuriat. Une chose est sûre, nous pouvons apprendre les uns des autres. Et c'est de ces rencontres avec le public et ses élèves que Rachel Barton Pine puise son énergie et sa volonté au quotidien d'exceller dans son art. La pratique de la musique est également une belle métaphore de la vie. Pour être prêt pour un concert, il faut s'y dédier et faire preuve de discipline. Il faut s'entraîner à chaque note, mais lorsque l'on monte sur scène, il faut s'autoriser à prendre des risques, s'ouvrir et faire preuve de spontanéité afin que le concert soit vivant.
Voilà, merci à l'Orchestre Symphonique de Bretagne, à Rachel Barton Pine. Ne vous inquiétez pas, ils ne partent pas très loin. On les retrouvera tout à l'heure. Entreprendre, c'est entraîner, mobiliser, créer en équipe et avec énergie. Alors, avant d'accueillir deux nouveaux lauréats et de retrouver Gilbert Jaffrelot, je vous propose d'aller faire un petit tour. On va aller faire un tour à la rencontre de gens comme vous et moi, des personnes lambda. Nous sommes allés les rencontrer pour leur demander justement quelle vision ils avaient du monde de l'entreprise. Regardez et écoutez leurs réponses. Créer mon entreprise, j'ai déjà pensé, mais ça va pas être pour tout de suite. Ouais. Ça peut être sympa de créer son truc, il suffit d'avoir une bonne idée, quoi. Un truc qui serait bien pour créer une entreprise, c'est de, par exemple, je sais pas, d'avoir un brevet, de créer quelque chose de nouveau, d'innovateur. Il faut imaginer, c'est l'imagination qui fait l'emploi, je pense. Ouais. Faire des choses et se donner les moyens de les faire. Et développer mon idée et puis aller au contact de clients potentiels et puis essayer de leur faire partager cet engouement que je peux avoir pour mon projet. C'est oser, c'est prendre des risques financiers. C'est un peu comme le rêve américain, quoi. C'est soit ça passe, soit ça casse. Ça peut ne pas marcher, mais après si on réussit, c'est une réussite personnelle. La liberté, surtout pas avoir de patron. Pas avoir la nécessité de chercher un travail. C'est accéder à des responsabilités plus vite que si on intégrait une entreprise dont on n'est pas le propriétaire. C'est assez compliqué en fait en termes de loi, de gestion. C'est important de ne pas être seul, d'être entouré dans sa famille, dans ses amis, mais d'être entouré aussi par des professionnels qui connaissent la question. Il faut se créer un réseau avant, je pense, avant de se lancer dans un truc ambitieux. Avoir une idée, innover, imaginer, oser, prendre des risques et se créer un réseau. Ce que disaient ces jeunes gens, c'est en somme d'avoir la vraie bonne idée. Ce qui caractérise nos deux prochains invités, Gilbert, c'est justement leur inventivité. Et le mot est faible, parce que des idées, oui. Ils en ont. Oui. C'est de l'énergie en boîte. Ça, il est certain. Et pourtant, ils sont de deux générations de lauréats très différents, puisque Jean-Pierre, il a cette particularité, c'est qu'il était dans la génération 2003-2004. Et maintenant, il est même accompagnateur, administrateur du réseau Entreprendre. Donc, il a fait tout un parcours de réciprocité. Ariane, c'est 2010. Mais les deux sont équivalents au niveau de l'énergie, de la motivation. Ils sont capables d'entraîner des foules, ils sont capables de convaincre. Mais on va le voir, là. Alors, Jean-Pierre Lemonnier, j'aimerais juste que vous me disiez rapidement en quoi consiste votre idée absolument loufoque. Le principe, il est simple. Je travaille dans le domaine des télécommunications. Vous êtes ingénieur télécom. Voilà, technologie numérique. Et je souhaitais trouver de nouveaux débouchés pour mon métier. Et en fait, l'idée était de positionner le numérique dans le monde de l'élevage pour créer du lien. Parce que vous savez que le numérique, ça sert à créer du lien. Et dans le cas présent, on a la chance de créer du lien entre des êtres vivants. Et voilà, donc c'est ça l'idée. C'est un peu plus que ça. Alors, est-ce que je peux me permettre de dévoiler un tout petit quelque chose sur votre vie, à savoir, vous avez été élevé, vous avez beaucoup évolué dans le monde de l'élevage. Voilà, donc je suis fils et frère d'éleveurs, et c'est un point important. Vous pouvez le dire et en être fier. Non, mais j'en suis très très fier. Fils et frère d'éleveurs, et puis j'ai effectivement quitté l'élevage, là où sont restés mes frères, pour aller dans les laboratoires des grands constructeurs télécoms. Mais la plupart de ces laboratoires ont disparu, il y a de cela quelques années, donc il fallait régénérer un tout petit peu. Il fallait régénérer, donc je voulais créer l'activité. Et votre idée a été, parce que c'est quoi le lien entre les élevages bovins et les nouvelles technologies? Eh bien, l'élevage c'est difficile à vivre. Pour l'éleveur, il doit gérer un grand nombre d'animaux avec des événements qui sont totalement imprévus. On ne sait pas exactement quand elle va mettre bas, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va tomber malade, mais vous savez que la plupart des vaches qui produisent ce lait que nous consommons tous les jours sont vraiment en régime de performance. Donc l'idée, c'est comment créer du lien. Et ce que nous avons proposé, en proposant aux éleveurs aujourd'hui, de placer sur les vaches des accessoires, je pourrais dire un boîtier placé au collier de l'animal ou une gélule qui est avalée une bonne fois pour toute la vie de l'animal.
animal, et qui là va mesurer en permanence, produire Comme dans de la les films donnée. de science-fiction, sauf que c'est pour de vrai. Voilà, c'est pour de vrai. Et dorénavant, eh bien, nous avons mis en place finalement le réseau social de la vache, puisque ces vaches, aujourd'hui, tout simplement... Mais je peux témoigner, je l'ai vu dans une ferme dans le Tarn, et nous l'avons vu dans le réseau Entreprendre, dans les Alpes, lors d'un grand rassemblement, la biennale du réseau Entreprendre, où on a pu voir un éleveur dire « Regardez, c'est formidable !» Ça aussi, c'est le lien entre la technologie et le monde du vivant. Et vous êtes amis sur le réseau social avec l'élevage J'ai coupé parce que nous sommes en direct. Je ne pouvais pas quand même me permettre de laisser le téléphone ouvert. Alors forcément, ça a été quoi le soutien du réseau Entreprendre Bretagne? J'imagine très bien quand vous êtes arrivés. Voilà, j'ai une idée, bon, elle va paraître un peu bizarre, mais j'y crois. Effectivement. Quel a été l'accueil face à vous? Quand on a une idée qui au début est un peu folle, et je crois qu'aujourd'hui le projet est un petit peu moins, il faut s'empresser de la partager. Il faut la confronter, il faut se mettre en connexion avec, je dirais, le monde réel. Il faut, dans mon cas, effectivement, rester les pieds sur terre. Et le réseau Entreprendre, effectivement, nous a proposé d'abord un accompagnement. Et c'est vrai, comme Gilbert, vous le disiez tout à l'heure, c'est fait d'exigence. Il fallait répondre à ces questions de notre accompagnateur, Emmanuel Tonnier. Et c'est vrai qu'il fallait répondre avec nos tripes à ces questions pour, en définitive, toujours dénouer toutes ces questions auxquelles nous n'avons pas encore de réponse. Il fallait anticiper sans cesse. Alors, vous savez que là, aujourd'hui, on est très heureux d'être ensemble, mais nous sommes quand même tous des miraculés. Bah oui, normalement, le 21 décembre dernier, on aurait dû tous y passer. Alors, pendant que certains étaient en train de faire moult prières, de se trouver des refuges ou de faire la fiesta, il y en a d'autres qui se frottaient les mains, qui travaillaient, et c'était le cas d'Ariane. Hein. Ah oui, Ariane, là aussi c'est de l'énergie. Et Ariane nous a amenés sur des produits lyophilisés, c'est-à-dire un choc dans le temps. Il faut aller très très vite, et en même temps il nous fait des produits qui vont durer 20, 30 ans pour des aventuriers, pour ceux qui vont dans des mondes à explorer. Et ce qui s'est passé, effectivement, cette date quand même apocalyptique supposée du 21 décembre a été pour vous une énorme aubaine. Hein. Ouais, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est spécialisé dans le lyophilisé d'une manière générale. Donc, on fournit surtout des marins, des randonneurs, des gens qui partent à la montagne, qui ont besoin de repas lyophilisés sous forme de sachets et qui ont une durée de vie de 2 à 5 ans. Et le fait qu'on s'est positionné comme un leader assez vite sur le marché français, on a été très naturellement sollicité par des personnes qui s'intéressaient à des produits qui se conservent beaucoup plus longtemps que 5 ans, pour au cas où. Donc au début, effectivement, les appels provenaient de Suisse. Donc on se dit, bon... Mais effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de Français aussi également qui s'inquiétaient, qui se sentaient inquiets de l'avenir, et qui se disaient, s'il se passe quelque chose, qu'est-ce que j'ai à la maison? Est-ce que je ne pourrais pas stocker un petit peu de repas dans mon placard ou dans mon garage, au cas où? Et donc l'idée, c'était de ne pas mettre des boîtes de conserve dans le placard parce que ça se périme assez vite. Et donc les gens se sont tournés vers les repas lyophilisés. Et effectivement, les repas lyophilisés, ils ont la particularité, lorsqu'ils sont conditionnés d'une certaine manière, notamment en boîte, ils ont une durée de vie qui va au-delà de 25 ans. Donc effectivement, c'est énorme et donc c'est très propice à du stockage. Et effectivement, avec la date du 21 décembre, les médias se sont intéressés à ce phénomène de stockage. Et ils se sont tournés vers nous, les médias, pour nous demander ce qui se passait chez nous à ce moment-là, donc à l'automne. Et les conséquences, effectivement, étaient que les médias, ils ont beaucoup parlé de nous. Et du coup, effectivement, on a beaucoup vendu. Alors, est-ce que c'est parce que les gens ils étaient réellement inquiets, ou est-ce que c'est parce qu'ils mais ont... ça, vous vous en fichez un peu, non? Non, notre volonté, c'était pas non plus de se dire, voilà, on surfe sur la fin du monde. On répondait finalement à une demande. C'était pas non plus des gens... Ce qu'on s'est rendu compte, c'était pas des gens qui avaient forcément peur de la fin du monde. C'était des gens comme vous et moi, des chefs d'entreprise, des gens à Paris, pas des gens isolés qui étaient dans leur campagne, qui se disaient oh là là, j'ai peur qu'il se passe quelque chose le 21 décembre. Non, c'était des gens qui se disaient pourquoi pas. J'ai pas envie de compter sur les gens qui sont autour de nous. Ou, voilà, j'ai envie d'être autonome au cas où. Dans mon placard. Merci à tous les deux, merci. Ariane et Jean-Pierre, on les applaudit. Alors pour se lancer dans le monde de l'entreprise, on n'est pas forcé d'être forcément dans le domaine de la haute technologie. La preuve en images avec un couple, il s'appelle Fanny et Jean-Michel Marié. Ils ont pris le pari de poursuivre leur aventure amoureuse dans leur vie professionnelle. Et c'est une recette de cuisine qui marche plutôt bien. Oui, les ingrédients d'un projet de vie en famille
qui agrémente un projet d'entreprise, une véritable recherche d'harmonie. On y va, c'est un portrait qui a été réalisé par Karine Chevrelier. Regardez. Le changement, ils l'ont choisi il y a 6 ans. À cette époque, Fanny et Jean-Michel Marié travaillent depuis une dizaine d'années dans une grande entreprise automobile à Paris. Envie d'un nouvel environnement, envie de nouveaux projets. Direction donc le Morbihan, dont le couple est originaire. Objectif risqué mais assumé, reprendre une entreprise. On nous a pris pour des fous. C'est vrai que je pense que certains nous enviaient, étaient intéressés. Globalement, peu de gens sont prêts à franchir le pas. Et nous, on l'était. Et honnêtement, on a pris ce risque en même temps calculé. On avait des économies, on a vendu la maison, on a mis ça de côté. Et l'objectif était de racheter une entreprise avec nos économies de 10 ans de travail. En 2009, le couple reprend donc une entreprise spécialisée dans la fabrication de cuisine. Un virage avec l'automobile qui s'est fait en douceur. Leur souhait était avant tout de pouvoir être complémentaires. Si on n'avait pas réussi à trouver une solution pour le faire ensemble avec mon épouse, peut-être que ni l'un ni l'autre ne nous serions lancés dans l'entreprise ou dans l'aventure entrepreneuriale. On a une vie personnelle à la maison, mais bien souvent, lorsqu'on est salarié dans des entreprises différentes, on a une vie professionnelle séparée. Et là, on a le bonheur d'avoir aussi une vie professionnelle ensemble. Au rachat, les cuisines Le Mestric comptaient 42 salariés. Aujourd'hui, ils sont 50 à y travailler. Dans un contexte économique qui ne laissait pas beaucoup de place au risque, l'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires de 20% en 3 ans. Une entreprise qui va fêter cette année ses 40 ans. On est plutôt bien là, hein ? Et pourtant, on ne va pas rester. On va aller faire un petit tour en Voilà. ville. Hein. On va encore aller sur le trottoir. Effectivement, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un micro-trottoir. Un deuxième volet autour du monde de l'entreprise. On va s'intéresser à la notion de territoire et bien évidemment de son rayonnement. Moi, je suis attaché à la Bretagne, je suis breton et je pense que cette région a tout ce qu'il faut pour être une plateforme de lancement vers l'international, vers la France. Je pense que ça reste d'avoir un ancrage. J'ai l'impression qu'avec cette démondialisation qui n'a plus de règles et tout ça, il faut vraiment revenir à la création d'entreprises locales. Personnellement, je pense plutôt travailler dans l'agroalimentaire et comme la Bretagne est une région où il y a beaucoup d'entreprises de ce secteur, donc pourquoi pas rester dans cette région. On peut aussi s'ouvrir à l'extérieur de la Bretagne. Déjà, Internet est un super outil maintenant, ça nous permet de nous ouvrir à plein de choses. Avec Internet et tout, on travaille vite à l'international et la Bretagne est une région très dynamique et assez ouverte, notamment avec l'interface avec le Royaume-Uni. De toute façon, maintenant, ça ne veut pas dire grand-chose l'endroit. Je pense que l'endroit, on le choisit parce qu'on l'aime, parce qu'on a des gens qu'on connaît qui nous aident. Et c'est ça l'important. Alors, on a bien compris, cette notion de territoire est primordiale. Gageons que ni Mathieu Beuchet ni Stéphanie Seznec ne vont nous contredire. La Bretagne est même le point d'ancrage de la société de Stéphanie Seznec. Sur le fond comme sur la forme, c'est simple, pour être un tout petit peu poétique, j'ai envie de dire qu'avec elle, on musarde entre Landes et Embrun. Bonsoir. Bonsoir. Stéphanie Seznec est en compagnie de son... Aidez-moi, Mathieu Beuchet. J'ai perdu son nom. Beuchet, moi, oui. je ne vois et je ne sens que la langue bretonne. Voilà, j'essaye de faire de la poésie, du coup, j'en perds mes mots. On va parler un petit peu, effectivement, avec Stéphanie Seznec de cette notion de territoire, parce que la Bretagne, ça a été effectivement le point de départ. On parlait de poésie, mais lorsque Stéphanie a lancé la Britannie, c'était pour ajouter à la Bretagne un peu cette poésie. D'ailleurs, on aurait pu dire que c'était du territoire à tous les étages. Pour faire plaisir d'ailleurs à d'autres organisations, on pourrait dire qu'on est là pour une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde. C'est la traduction que l'on peut avoir avec Stéphanie. Stéphanie, parlez-nous un petit peu effectivement de cette aventure qui est la vôtre. Elle est née comment? En plus, je crois qu'il y a une anecdote plutôt sympa de la naissance de l'aventure. L'idée est venue d'un séjour dans un hôtel à l'île de Ré. Et les produits d'hôtes, enfin d'accueil, c'était des produits provençaux. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est incroyable, on n'a pas autre chose à mettre en d'autres produits, des produits plus locaux à mettre en valeur dans nos hôtels et dans nos chambres d'hôtes. Et voilà, le constat est venu de là, et puis l'idée petit à petit a mûri. Alors, l'idée a mûri, de là à devenir aujourd'hui une belle entreprise qui sent bon la Bretagne. L'aide du réseau Entreprendre a été importante.
Oui, on peut lui demander d'y répondre. Oui, bien sûr, pour moi ça a été primordial parce que ça m'a vraiment permis de lancer la société. En fait, j'ai été lauréate du prix phare. Pour l'amorçage. Parce qu'il y avait une innovation marketing très forte. Voilà. Donc on l'a soutenu dans un premier temps sur l'amorçage. Et c'est vrai que sans le réseau Entreprendre, je ne suis pas sûre que j'aurais pu créer. Alors... Si, parce qu'elle avait des idées. Elle a même réussi, dès la première année, à avoir le logo de Brittany sur une voile dans la course du Figaro. Oui, ça c'est une très belle histoire. J'ai pu m'associer à un de mes anciens collègues de travail qui préparait la solitaire du Figaro. Et qui m'a proposé de nous associer, d'associer Brittany à la Figaro. Donc pendant 2 ans, on a pu sponsoriser le bateau, voilà, entièrement avec le logo Brittany. Et on voit Brittany partout. D'ailleurs, je crois qu'elle est même venue ce soir avec quelques produits. Voilà, oui, c'est une autre belle histoire. En fait, comme on a participé à la solitaire du Figaro, on a rencontré Anna Bayou et l'équipe de Selbag et on a décidé de faire une pochette en commun. Il y a même des réseaux à l'intérieur du réseau. C'est formidable. Ah oui, mais on n'arrête pas. Notre idée, en fait, c'est vraiment de fabriquer en local et de favoriser le territoire breton. Et donc, en circuit super court, vous allez cueillir dans les Landes et hop, oui, vous allez tout à fait, faire sur les parfum. dunes de la Torche, par exemple, certaines voilà, la criste marine est récoltée et ensuite distillée à Plonéo-Lanverne et intégrée à nos produits. Alors, donc de l'emploi en Bretagne. De l'emploi en Bretagne. Un tout petit peu moins poétique, mais très important aussi pour évoquer le domaine et le territoire de Mathieu Beuchet. Alors on va quand même rappeler qu'on est sur une terre qui a vu naître le Minitel. Hein. C'était il y a déjà quelques années, c'était dans les années 80, à l'époque où on parle de la transmission dématérialisée. Comment ne pas l'évoquer ce soir avec Mathieu Beuchet ? Oui, et puis rappelons quand même que la Bretagne, c'est 7 technopoles, c'est une des plus fortes concentrations de technopoles. C'est aussi, disons, Rennes Atalante qui est en pointe, avec qui nous travaillons régulièrement, et puis des projets de start-up comme celui de Mathieu. On en a connu quelques-uns, mais celui-là quand même est assez étonnant. Une croissance incroyable. Combien d'emplois maintenant ? Aujourd'hui, on approche les 38 salariés, dont 35 sur Rennes, 3 sur Lyon. Donc on se développe assez vite, effectivement, parce on s'est créé en 2009, et c'est parti un petit port breton, Saint-Quay-Portrieux, où j'ai rencontré mon associé Erwan Barbé-Chariou, qui faisait des photographies sphériques 2 ans avant Google Street View. Google Street View, c'est ce format où on se balade dans la ville en format immersif. Et on était parti à discuter sur ce que c'était que ce format, d'où est-ce qu'il avait sorti ça. Et l'idée est venue de créer une entreprise qui s'intéresserait à transformer la façon d'apprendre, notamment pour les entreprises et les collectivités, transformer ces fameux formats e-learning un peu statiques. Et on s'est intéressé à ça. Et puis en 4 ans, on a développé toute une gamme de solutions d'apprentissage nouvelle génération. Combien de personnes, Mathieu, maintenant, sont passées par la technologie Regarde ? Alors, on estime à 100 000 utilisateurs dans le monde, 100 000 essentiellement en Europe. 100 000, hein. Et votre société s'appelle Regard. Regard, c'est ça. Avec un gros S alors. C'est ça, Regard au pluriel. C'est parti d'un regard, un coup de cœur au départ sur les photos de mon associé. Voyez, on peut quand même mettre un peu de poésie finalement dans le point informatique. Hein. D'ailleurs, on a dit qu'on mettait du lien entre des milieux qui habituellement étaient différents. Voilà encore un exemple. Merci encore à tous les deux, à Mathieu et à Stéphanie. On les applaudit. Alors là, on va changer radicalement d'univers, un univers coloré, gai, osé, un brin avant-gardiste. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous laisse découvrir ce reportage signé Christophe Boucher. Ça se passe à Brest et celle qui est à l'origine s'appelle Marion Bélez de la Calle. Olé! Urbaine et pleine d'audace, la marque Antivol détonne dans le secteur de l'habillement. Cette jeune entreprise créée en 2010 à Brest par un frère et sa sœur s'attaque au monde du textile par le biais du sous-vêtement. Pour nous, c'est le support et c'était un support idéal parce qu'à la fois, on a une technique qui permettait de faire du motif plein, donc de véritablement mettre nos créations en valeur. Là, un petit clin d'œil à Apple. Et puis, en tant que jeune entreprise et n'ayant pas des budgets illimités pour pouvoir développer toute une gamme de produits, ça rentrait bien dans les budgets qu'on avait, dans les possibilités qu'on avait de démarrer cette aventure. Et la démarche est originale. Antivol, c'est plus qu'une marque, c'est un état d'esprit autour de valeurs communes à une même tribu. Porter un boxer ou un shorty estampillé Antivol est quasiment un acte militant. Il y a systématiquement un message. Là, c'est simple, mais ça a le mérite d'être clair.
Make Love Not War et nos deux coccinelles sur le fer barbelé. Cette année, la jeune société membre du réseau Entreprendre Bretagne a écoulé plus de 20 000 pièces. Si le lieu de départ de l'aventure antivol est Brest, la vocation de l'entreprise est bel et bien de s'ouvrir sur le monde. C'est important de se dire nous sommes et nos valeurs, nos fondamentaux sont ici. Mais à la fois, ce territoire-là va nous permettre de nous ouvrir également au monde. Donc ça c'est important pour nous aussi. Distribuée dans des jeaneries haut de gamme et bientôt sur Internet, la gamme Antivol s'étoffe en s'attaquant aux accessoires tout en jouant la carte locale. Le sac s'est d'autant plus affirmé que nous travaillons le développement du sac avec une entreprise qui s'appelle Outil Océan, qui est une jeune entreprise du réseau Entreprendre aussi, située à côté de Quimper, et qui a accepté de développer le produit avec nous. Hop, on arrive avec le maillot de bain, le sac et donc le sous-vêtement pour étoffer véritablement la marque. Les deux jeunes créateurs d'entreprise espèrent bien embaucher rapidement pour développer leur société et rayonner au-delà des frontières de la région. Oserais-je vous demander, Gilbert, si vous portez un antivol? Non, allez, non, je ne pose pas la question. Nous sommes ce soir à l'Opéra. C'est ça. Toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive pratiquement au terme de cette émission. Alors nous avons eu le plaisir d'accueillir 6 jeunes entrepreneurs. Ce n'est qu'une toute petite partie de l'iceberg parce qu'il y a plein de monde en dessous. Il y a effectivement, en 10 ans, 240 entreprises lauréates qui ont été soutenues par le réseau Entreprendre. Et on a voulu décliner ce soir, mais également depuis bien des mois, partageons l'enthousiasme. C'est dans un opéra qu'on le fait. Et vous me permettrez, Sylvie. Je vous permets tout ce soir. Enfin, oui, continuez. après les questions que vous venez de nous poser, eh bien, un grand chef d'orchestre, Toscanini, disait il y a 2 types de chefs d'orchestre. Ceux qui ont la tête dans la partition et ceux qui ont la partition dans la tête. Notre rôle, c'est d'aider justement à avoir la partition dans la tête. Et de garder cet enthousiasme. Et de garder l'enthousiasme. Et alors en même temps, on va prolonger avec la musique. Oui, et on va conclure en musique et on va conclure en compagnie de Jean-Paul Linné. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez un pied dans chacun des mondes de ce soir. Un pied dans le monde de l'entreprise et puis l'autre qui aime bien de temps en temps aussi flirter avec celui de la musique. Il paraît que vous êtes mélomane. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup la musique. Mais précisons quand même, Jean-Paul Linné, il est directeur général de l'Armoricaine laitière, une entreprise qui est à l'Enfin, près de Quintin, dans les Côtes-d'Armor. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde dans la salle qui connaissent le numéro 1 mondial du lait Ribot. C'est lui? C'est lui. C'est voilà. nous. Regarde, c'est lui. Mais au-delà de ça, Sylvie, oui. Ce qui est le plus étonnant, dites-moi. Le plus étonnant, c'est que... Vous croyez qu'il va réussir à dire un mot, Jean-Paul Linné? Je pense pas. Il arrive à vendre du formaggio, c'est-à-dire un fromage de type parmesan, aux Italiens. Voilà, je l'ai dit. Merci Gilbert. Merci pour la pub. Quand même. Il est fort ce bon. Gilbert. Jean-Paul, vous savez quoi? On va faire comme si on était à la télé. Et on va vous laisser le soin de présenter le morceau avec lequel on va refermer cette émission. Voilà, je vais faire mon Frédéric Lodéon. Oui, faites pas votre petit camarade. Voilà, c'est ça, je vais faire court. C'est ça, voilà. Alors donc, nous allons prolonger cette symphonie Entreprendre avec le final des Fantaisies écossaises de Max Bruch. Alors ce final est basé sur des airs patriotiques écossais très anciens et il a un tempo très guerrier puisque c'est un allegro guerriero. Voilà, c'est relativement rare. Donc c'est caractérisé par un allant, de la force, du dynamisme, une allure martiale, etc., etc. Et nous, entrepreneurs, nous y reconnaîtrons la précision, nous y reconnaîtrons le dynamisme, nous y reconnaîtrons le business plan, le développement, la motivation, l'enthousiasme, l'accompagnement, etc., etc. Mais maintenant, on va écouter Rachel Barton Pine, accompagnée par l'Orchestre symphonique de Bretagne, sous la baguette de Grant Lewin. Vous me laissez juste 2 secondes pour vous remercier Gilbert Jaffolo, remercier l'Orchestre symphonique de Bretagne, remercier tous ceux et celles qui ont rendu possible et agréable cette émission en direct. Passez une excellente soirée, à très bientôt et on se quitte en musique.
Merci.